Là, je suis un peu troublé par ce qui m'a semblé être ta confiance peut-être excessive dans la rationalité. Je suis plutôt quelqu'un de convaincu par l'intérêt de la dissuasion, mais ça ne m'empêche pas de dire que la dissuasion nucléaire a des limites. Attention, ce ne sont pas celles de l'irrationalité, mais ce sont justement celles de la rationalité. Il y en a trois. Première limite, la rationalité est justement par nature limitée. Herbert Simon emploie cette expression « bounded rationality », la rationalité est par nature rationalité. Elle est à un triple égard. D'abord parce que toutes les décisions humaines sont soumises aux passions et aux émotions, et là je repense encore une fois à Pierre Hasner qui a beaucoup parlé dans le domaine politique. On peut penser aussi à Amos Tversky dans le domaine économique, et c'est moi ce qui m'amène à dire que, contrairement à toi, je ne cite jamais la théorie des jeux, qui me semble quelque chose d'extrêmement, un prisme extrêmement étroit pour pouvoir analyser les situations de dissuasion. Je pense que la théorie des perspectives, s'il faut absolument faire une comparaison en termes de théorie économique, je pense que la théorie des perspectives est infiniment plus intéressante pour comprendre ce qui peut se passer dans une évaluation de dissuasion que la théorie des jeux. Deuxième limite, la rationalité, elle peut exister et être extrême. Il y a des exemples très nombreux dans l'histoire récente. J'en citerai juste un parce qu'il est d'actualité. Je lisais l'autre jour que M. Bachar el-Assad déclarait à Lakhdar Brahimi, c'est Brahimi qui le raconte, Brahimi lui dit « Vous savez, vous allez perdre, c'était il y a un an déjà, vous savez de toute façon vous allez perdre, et en plus Damas va être détruite, donc pourquoi est-ce que tout simplement vous n'essayez pas de conclure un arrangement ?» Et Bachar el-Assad, d'après Brahimi, lui dit tout simplement « Vous avez raison, Damas va être détruite, mais je vais gagner. » Alors, on peut transposer ce type de raisonnement, si on peut appeler ça un raisonnement, à la dissuasion nucléaire, et on voit que même derrière la rationalité, il peut y avoir quelque chose qui rend la dissuasion très difficile à appliquer. Tu as des références littéraires infiniment supérieures aux miennes, je n'ai que des références hollywoodiennes. Et je citerai par exemple une phrase de The Dark Knight. Il y a cette phrase, qui est d'ailleurs un beau film, pas simplement un blockbuster hollywoodien. Et il y a cette citation très belle et très sombre, d'ailleurs c'est pas pour rien que le film s'appelle comme cela. « Some men just want to watch the whole world burn ». C'est un résumé, mais qui nous dit quelque chose quand même sur certains types de personnalités que l'on n'a que trop vues au XXe siècle et que l'on continue sans doute à voir au XXIe. Troisième limite, la rationalité peut-être, j'ai du mal à trouver le bon mot, je dirais piégée. Prenez l'Inde et le Pakistan. L'Inde et le Pakistan sont en apparence dans une situation de dissuasion mutuelle tout à fait rationnelle. Ils ont le sentiment de parfaitement connaître à la fois les intentions et les capacités de l'autre. Et c'est un piège, puisque cette illusion de l'information parfaite des deux côtés est justement, à mon sens, ce qui peut rendre l'équilibre soi-disant de la dissuasion en Asie du Sud très dangereux. Troisième remarque, c'est une interrogation. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme implication, et là je prolonge puisque je ne conteste ton raisonnement, de ces limites de la rationalité et donc de la dissuasion. On peut avoir deux postures possibles. La première, c'est celle de Tom Schelling, que tu citais, qui en 2005, dans son discours d'acceptation du prix Nobel d'économie, justement, ça n'est pas pour rien, c'était aussi quelqu'un qui s'était intéressé autant aux théories des jeux qu'à l'aspect d'incertitude inhérent à la dissuasion. Il s'émerveille devant l'absence d'emploi de l'arme nucléaire depuis 1945, pendant 60 ans, puisqu'on est en 2005. C'est une position qui est très fréquemment reprise, pas forcément sous forme de citation, mais en tout cas l'idée selon laquelle nous avons eu de la chance, l'idée selon laquelle la probabilité d'emploi de l'arme nucléaire, voire de guerre nucléaire, a en fait été très forte tout au long de la guerre froide et pas seulement au moment des crises séminales comme celle de Cuba, cette position est très partagée. Il y a une autre position possible qui est de dire qu'en fait l'absence d'emploi de l'arme nucléaire depuis 1945 témoigne du fait que la dissuasion est solide et que le risque qui existe toujours, et d'ailleurs il faut qu'il existe, que la dissuasion échoue, le risque étant infime, quoique non zéro, la dissuasion est un jeu qui en vaut la peine. Je ne dis pas qu'une des positions est plus légitime que l'autre, je dis que on peut tirer de ces incertitudes sur les limites de la dissuasion, notamment à travers les interrogations sur la rationalité, deux types de postures politiques différentes. Quatrième remarque, là encore plutôt une interrogation,
J'ai eu le sentiment que tu nous décrivais une rupture très forte dans les années 1989, 1991, et personnellement je m'interroge toujours lorsque, comme je vois mon ami Paul Bracken qui a écrit un livre sur le second âge nucléaire, il n'a pas été le premier à utiliser cette expression, mais en tout cas il a été un des premiers à essayer de la théoriser, de la conceptualiser. C'est d'ailleurs très amusant quand on lit son livre, on voit qu'il se demande lui-même quand est-ce qu'a commencé le deuxième âge nucléaire, et puis il donne 4, 5, 6 dates différentes, et puis il finit de dire non, finalement ces histoires de dates n'ont aucune importance. Donc cette idée même de deuxième âge nucléaire, il la conteste lui-même alors qu'il en est justement le théoricien. Mais je crois qu'il y a 4 éléments qui devraient nous permettre de nous interroger sur l'ampleur de cette rupture. La guerre froide, bipolarité, nucléaire, simplicité, rationalité. Bipolarité, non, la multipolarité qui apparaît dès le début au milieu des années 60, à mon sens, elle est un jeu infiniment plus complexe que ce que tu m'as semblé dire, même si tu as raison de dire que, d'une certaine manière, la dissuasion française pouvait conforter la dissuasion atlantique dans son ensemble. Mais les deux postures sont possibles. Nucléaire, oui, bien sûr, l'alpha et l'oméga, mais non, pas l'alpha et l'oméga d'ailleurs. Pendant la guerre froide, le nucléaire était l'oméga, mais certainement pas l'alpha. D'ailleurs, c'est au cours de la guerre froide que les conflits se sont multipliés. On voit la courbe des conflits interétatiques et internes. Elle commence à... Bien sûr, il y avait tous les phénomènes de décolonisation qui eux-mêmes étaient partiellement dépendants du conflit Est-Ouest, mais l'augmentation du nombre de guerres, de conflits majeurs et surtout de guerres qui durent longtemps à partir de 1945 est quelque chose de tout à fait spectaculaire. Donc il n'y a pas de gel. Non seulement il n'y a pas de gel, mais on peut se demander dans quelle mesure la dissuasion réciproque pourrait avoir contribué à cet accroissement des conflits qui atteint son pic exactement dans les années 1990-1991, la décroissance commençant après. Simplicité du jeu stratégique, je ne sais pas. Les centaines de milliards qui ont été dépensés de part et d'autre, et les centaines de milliers de pages qui ont été écrites de part et d'autre pour essayer de comprendre, d'améliorer le système d'équilibre, pour tenter de définir un équilibre stratégique, moi, me laisse penser que la dissuasion, c'est plutôt quelque chose de difficile, même si là encore, on peut avoir deux positions très différentes. Une qui dit que la dissuasion, c'est très compliqué parce que ça n'est qu'à partir du moment où les adversaires ont une capacité protégée de frappe en seconde des deux côtés qu'elle est véritablement stable, et la position extrême de l'autre côté, qui n'est pas forcément illégitime, c'est de dire dès qu'il y a une arme nucléaire, ça fait peur, et donc la dissuasion existe. De Gaulle d'ailleurs disait que dès la prise d'armes, la prise de fonction du premier Mirage 4, il a déjà la dissuasion. Ce sont deux conceptions différentes de la dissuasion, elles sont toutes les deux légitimes, et je terminerai par une cinquième remarque qui est sur la désinvention du nucléaire. Non, je ne crois pas qu'on puisse je crois qu'on peut désinventer le nucléaire. En l'absence d'investissement constant dans le nucléaire, on finirait par désinventer non pas les principes de base du nucléaire, non pas les principes de base de fonctionnement d'une arme nucléaire, non pas les principes de base de fonctionnement de la dissuasion nucléaire, mais à la fois les systèmes et la pensée nucléaire sont quelque chose de suffisamment complexe pour qu'au bout de, si on abandonnait le nucléaire, au bout de 30, 40, 50 ans, on finirait par perdre un certain nombre de recettes, de même qu'aujourd'hui, il est assez difficile de refaire à l'identique les recettes, les plats qu'on servait par exemple au Moyen-Âge. Simplement, j'ai voulu souligner qu'il y avait quand même une volonté de rationalisation qui portait pas simplement sur les aspects de modélisation mathématique, etc., mais aussi sur d'autres aspects qui étaient la notion d'équilibre, la notion de projet. Sur la notion de rupture, bah oui, c'est évident, l'état du monde est le même le lendemain de la chute du mur de Berlin, et notamment l'état du monde nucléaire, que la veille. Bon, en réalité, c'est la projection de ce monde qui est différente, c'est pas son état, c'est son devenir. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, le marqueur le plus intéressant est plutôt l'année 98, quand on ne s'inscrit plus seulement dans une période de veille, d'attente stratégique pour décanter les doctrines, mais quand on voit apparaître un monde nucléaire notablement différent de celui que l'on avait pu imaginer qu'il fut. Je reviens pas sur la multipolarité parce que je pense que tu as raison. Sur les aspects centre-périphérie, oui, bien sûr, ce qui est gelé, c'est le cœur. Mais c'est en même temps
Je veux dire, c'est l'Europe, c'est la Méditerranée, etc. Ce sont tous les conflits qu'on voit réapparaître aujourd'hui. On n'a jamais dit, j'ai commencé par là, oui, il y a eu beaucoup de conflits, il y en avait en périphérie, il y en avait en Afrique, il y a la décolonisation, il y a tout ça. La guerre froide n'a pas empêché les conflits. En revanche, elle les a bien gelés dans un certain nombre d'endroits qui étaient le cœur de la crise. Voilà. Et d'une certaine manière, ce sont nos problématiques actuelles, et ça a été nos problématiques des 20 dernières années. Voilà, les conflits des Balkans, les conflits des Caucases, en Méditerranée, etc. J'y reviens pas. Désinventer le nucléaire, non. Je suis d'accord avec toi, on peut désinventer, revenir, etc. Le problème, c'est de désinventer une technologie. La technologie, elle existe, et soit elle est dépassée technologiquement, complètement, soit elle reste quelque chose, quoi. On n'a jamais vu dans l'histoire du désarmement une arme être reléguée, mise au rebut, tant qu'elle n'était pas encore utile. Tous les traités de désarmement, alors à quelques rares cas près, d'ailleurs ce serait intéressant dans la matière de dissuasion pour les armes à neutrons par exemple, mais c'est extrêmement, mais les armes n'étaient pas expérimentées, mais c'est très rare que des armes qui sont arrivées à un stade opérationnel soient détrônées par de simples décisions. Elles sont détrônées technologiquement, elles sont détrônées parce que la dissuasion n'aurait plus d'efficacité, elles sont détrônées par tous les aspects que j'ai expliqués qui faisaient que ces armes pouvaient apparaître comme moins efficaces. Mais les abandonner, ça s'est jamais vu, mais ce serait intéressant dans le nucléaire a bien des aspects nouveaux, innovants en termes de doctrine et stratégie, ça pourrait en être un, mais pour l'instant. Le premier de ces éléments-là, et je rejoins Bruno sur cette affaire-là, c'est qu'effectivement, la dissuasion, c'est un objet historique qui évolue dans le temps et derrière lequel on met des choses assez radicalement différentes. Il n'y a pas de discontinuité fondamentale, comme vous avez dit tous les deux, autour de la fin de la guerre froide et du post-guerre froide. En revanche, il y a une série d'évolutions progressives du contexte stratégique qui fait que notre analyse du concept stratégique qui justifie la dissuasion et la façon dont on conçoit la dissuasion change dans le temps. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête aujourd'hui, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Et c'est pas parce qu'on dit que la dissuasion évolue dans le temps et dans l'espace, j'y reviendrai dans un autre point, qu'on la disqualifie ipso facto. C'est-à-dire qu'il faut pousser la réflexion un peu plus loin que ce qu'on dit généralement, ou ce qu'on entend généralement quand on disqualifie la dissuasion en disant c'est un élément démodé de la guerre froide qui n'est plus adapté. Il faut aller une étape ou deux étapes plus loin dans la réflexion, comme tu as commencé à le faire, pour se poser la question de à quoi c'est adapté aujourd'hui dans un contexte stratégique qui a radicalement évolué. Je ne vais pas lancer tout le débat là-dedans, je citerai simplement quelques têtes de chapitre. Moi je vois au moins 5 grands éléments qui permettent de justifier que le contexte stratégique ayant évolué, la dissuasion garde une place qui n'est plus la même et dont le concept n'est plus exactement le même. C'est que, d'abord, la notion de menace étatique, à ma connaissance, n'a pas totalement disparu, surtout quand on réfléchit dans les temps de la dissuasion qui sont des temps nécessairement longs. C'est-à-dire qu'on réfléchit à 20 ou 30 ans, c'est quand même ça le cadre de réflexion de base de la dissuasion. Les menaces étatiques, c'est-à-dire ce que tu disais sur le concept fondamental de la dissuasion qui vise à empêcher la guerre, je crois que c'était une expression de François Mitterrand en 1994, avec des mots très simples, ça vise à empêcher la guerre, mais pas toutes les guerres, comme tu l'as dit. Ça vise à empêcher les guerres majeures. Cette menace de guerre et de conflit étatique aujourd'hui n'a pas disparu. Il suffit de prendre un certain nombre de pays et de régions du monde et des chiffres d'armement et de dépenses d'armement, y compris d'ailleurs de progression et de modernisation des arsenaux nucléaires pour s'en convaincre. Deuxièmement, il y a un élément aussi important, qui est aussi traditionnellement dans les concepts de dissuasion, qui est dit assez clairement, plus clairement que ça n'a été le cas jusqu'à présent dans le livre blanc de 2013, sur la notion de chantage, de garantie de l'autonomie, de la souveraineté. Je suis assez frappé aussi que ça fait partie des mots qui n'ont pas, à ma connaissance, été prononcés jusqu'à présent, donc je le fais. Pour la France, traditionnellement, et c'est encore le cas aujourd'hui, c'est un des éléments qui garantissent son autonomie stratégique, sa souveraineté et sa liberté d'action, c'est-à-dire qu'il la protège du chantage. C'est-à-dire que la dissuasion protège à la fois d'une menace étatique directe et d'un conflit, la guerre, mais aussi nous préserve notre liberté d'action pour jouer dans des conflits qui n'engageraient pas la dissuasion. Troisième élément, il y a évidemment tout ce que tu as dit sur la question de la prolifération et la multiplication des acteurs qui ont des capacités qui sont susceptibles à un moment ou à un autre de porter atteinte à nos intérêts vitaux. Quatrième élément, il y a une donnée de base qu'on sous-estime assez fréquemment, qui est que la vulnérabilité de nos sociétés évolue. Et que donc la définition, comme tu l'as dit très bien, de nos intérêts vitaux évolue dans le temps. L'appréciation que fait le président de la République aujourd'hui, hier, demain, dans 10 ans de nos intérêts vitaux n'est pas la même et ne sera pas la même, tout simplement parce qu'à la fois sa conception à lui, élu au suffrage universel direct, et c'est aussi l'une des raisons fondamentales pour laquelle il est élu au suffrage universel direct, c'est sa prérogative, et ça, son évaluation, le contexte stratégique évolue, et la
nature des sociétés et la nature de la société française, de ce qui peut porter atteinte ou pas à ses intérêts vitaux, change. Ça, c'est la quatrième raison. Et la cinquième, c'est que quand on raisonne à 20 ou 30 ans, il y a évidemment toute une série de ruptures stratégiques qui sont possibles, qu'on n'a pas prévues par définition et qui sont fondamentales. Et à mon avis, évidemment, je ne vais pas rentrer dans les débats sur chacun de ces points, mais quand on réfléchit aujourd'hui à pourquoi la dissuasion, il faut repenser, il faut aller une étape ou deux étapes plus loin dans la réflexion sur l'analyse du contexte stratégique qui justifie que cet objet d'histoire et cette matière vivante évolue et continuera d'évoluer. Deuxième élément, il y a des évolutions dans l'espace. Bruno l'a dit, tu l'as dit aussi en filigrane, la notion même de dissuasion n'est pas la même. Les États ne mettent pas les mêmes concepts. D'abord, il y a certains États qui ne mettent rien derrière, où on ne sait pas ce qu'ils mettent derrière. Je reviens sur la question de la rationalité. Aujourd'hui, la doctrine chinoise, pour ne prendre que cet exemple, n'est pas parfaitement connue, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais même quand on prend des pays qui ont des politiques déclaratoires claires, comme par exemple la France et les États-Unis, le mot dissuasion ne veut pas dire la même chose. Deterrence, les Anglais, les Britanniques, surtout les Américains, ont deux mots, ont plus de deux mots d'ailleurs, deterrence et dissuade. Ça ne veut pas dire la même chose. Et derrière tout ça, ça veut dire que derrière le concept, il y a aussi des policy mix qui ne sont pas les mêmes. Et c'est ce que tu disais en remettant très clairement la question de dissuasion dans une perspective historique. Il y a pour certains, pas pour nous, mais pour certains, des dissuasions conventionnelles et des dissuasions nucléaires. Et le policy mix américain, qui ressort de l'évolution de la doctrine américaine des années Bush, et puis ensuite sanctuarisé et repris dans la NPR de 2010, fait qu'il y a un mix qui n'est pas le même, parce qu'ils n'ont pas les mêmes capacités, et de défense antimissile, nucléaire, mais aussi de capacités conventionnelles. Et les Américains utilisent cette expression qui, pour des esprits français, est un peu bizarre souvent, mais qui consiste à dire que certaines missions qui étaient classiquement dévolues à l'arme nucléaire peuvent être aujourd'hui accomplies par d'autres armes. C'est quelque chose qui, dans notre esprit et dans notre doctrine, est un peu hérétique, dans une conception chimiquement pure, je dirais, de la dissuasion, mais qui, dans un policy mix différent, avec des concepts et des capacités différentes, parce qu'évidemment, nous sommes dans une situation stratégique différente, nous n'avons pas de capacité du type Prompt Global Strike, nous n'avons pas de capacité de défense antimissile aussi avancée que celle des États-Unis, mais le policy mix n'est pas le même dans l'espace, et donc le concept de dissuasion évolue aussi dans l'espace, pour ne prendre que cet exemple-là. Troisième série de réflexions que je voulais faire, et je ne vais pas rentrer dans tous les détails là-dedans, mais c'est tout ce que tu disais sur finalement la relation, l'articulation entre dissuasion, prolifération et désarmement. Là, c'est un débat sans fin, mais je dirais que, pour reprendre ce que tu disais sur la partie de la prolifération, de la non-prolifération de sa relation avec la dissuasion, quand même globalement, ce qu'on peut dire, c'est quand même globalement une success story. Rappelons-nous, il y a une dizaine ou une vingtaine d'années, des prédictions qui nous disaient qu'il y aura 15 ou 20 États nucléaires à horizon rapproché. Ça n'est pas le cas. Et malgré tout, les exemples de notre régime qui a fonctionné sont quand même plus importants que ceux où il a dysfonctionné. Brésil, Argentine, Afrique du Sud, Libye, Irak, tout ça avec des modalités politiques et des instruments radicalement différents, tout ça a quand même fonctionné dans l'objectif de base qui était d'éviter que ces pays-là se dotent de l'arme nucléaire. Ça n'a pas marché dans d'autres cas, type Corée du Nord. Je dirais que le jeu est still out sur l'Iran, mais globalement ça reste une success story. Et il y a un élément du débat qui me semble là pour le coup factuellement faux, qui consiste à dire que la prolifération est une résultante directe des absences d'efforts de désarmement et des politiques de dissuasion des États. Et là, c'est simplement factuellement faux, il suffit de regarder l'histoire. La décennie de la grande prolifération, c'est la décennie des années 90, qui est la grande décennie des décisions de désarmement, notamment de désarmement irréversible de la France. C'est l'un des éléments fondamentaux de notre côté. Je crois qu'il faut le rappeler une fois encore et encore, c'est qu'aujourd'hui, la France est le seul pays au monde à avoir pris des décisions irréversibles, au sens strict du terme, de désarmement, ce qui n'a pas été le cas, ce qui n'est pas le cas des États-Unis, ce qui n'est pas le cas de la Russie, ce qui n'est évidemment pas le cas de la Chine ou d'autres. Et sur cet aspect-là de relation entre prolifération et désarmement, au bout du compte, finalement, il y a toujours deux grands aspects. Il y a un aspect moral, qui est aujourd'hui revenu sur le devant de la scène, qui est l'un des éléments centraux du discours de Barack Obama dans le monde libre d'armes nucléaires. Mais derrière ce discours moral, il y a aussi un intérêt stratégique bien compris. La discussion américano-russe sur le New Start et la suite du New Start, sincèrement, je ne pense pas prendre beaucoup de risques en disant que l'avenir des discussions américano-russes sur le désarmement nous laisse relativement tranquille. Quand on voit que les Américains ont évidemment intérêt à aller à quelques encablures plus loin, parce qu'ils ont à la fois des systèmes de défense antimissile, des capacités conventionnelles et un dispositif de leur complexe nucléaire relativement robuste, les Russes ne sont pas dans la même situation. Et aujourd'hui, ça voudrait dire qu'il faudrait commencer à parler d'armes non déployées, d'armes tactiques, de défense antimissile, tout un paquet qui rend évidemment la discussion américano-russe radicalement différente, tout simplement parce que les intérêts stratégiques sont différents. Et c'est là aussi où nous avons des intérêts stratégiques qui ne sont pas forcément alignés avec ceux des autres pays. Dernière remarque, et je m'en arrêterai là, tu disais très justement,
que dans cette articulation entre conventionnel et dissuasion, là aussi c'est quelque chose qui évolue et qui, chez nous, aujourd'hui, irrigue. Et je crois qu'on est arrivé à un degré, et c'est l'un des éléments de la LPM et du livre blanc de 2013, on est arrivé à un degré d'articulation et d'irrigation mutuelle entre les aspects de dissuasion nucléaire et les aspects conventionnels pour notre politique de défense qui est, je dirais, une étape plus loin que ce qu'on faisait jusqu'à présent. Et on est dans une logique d'intégration. Je finirai juste d'un tout petit mot sur la question de la rationalité. Pour dire que et de l'élément d'incertitude, dans la doctrine française, il y a bien quelques éléments qui montrent qu'on prend aussi en compte la notion d'incertitude et de rationalité, et que parfois la rationalité des uns n'est pas celle des autres. C'est ce que tu disais autour de l'avertissement, même, mais je ne vais pas ouvrir le débat là, sur l'intérêt d'avoir une composante aéroportée, de façon à pouvoir signaler clairement notre détermination. Oui, pour la France, il y a quand même un problème, autant pour les États-Unis, l'aspect complémentaire de l'armement conventionnel, du bouclier antimissile, de la dissuasion ne pose pas de problème. Autant pour un pays comme la France, avec ses moyens, la répartition de ses moyens, etc., c'est vraiment ça qui suppose le plus de justification et de renouvellement des justifications théoriques.